Tout ce que tu crois savoir sur l'univers est faux. Pas partiellement inexact, pas légèrement décalé. Complètement, absolument, fondamentalement faux. L'univers n'a pas la taille qu'on t'a enseignée à l'école. Il n'a pas la taille que les documentaires traditionnels te montrent. Il n'a même pas la taille que la plupart des scientifiques pensaient il y a encore 10 ans. La vérité est tellement plus vaste, tellement plus terrifiante, tellement plus impossible à concevoir que ton cerveau va littéralement refuser de l'accepter. Et pourtant, les données sont là. Les preuves s'accumulent. Les télescopes les plus puissants jamais construits par l'humanité nous envoient des images qui remettent en question tout ce que nous pensions comprendre sur notre place dans le cosmos. Cette nuit, tu vas découvrir 3 mystères qui vont transformer ta perception de la réalité. Le premier concerne ce que les scientifiques appellent l'univers observable, cette bulle de lumière dans laquelle nous sommes piégés, et pourquoi ses limites ne sont qu'une illusion cosmique. Le deuxième mystère touche à ce qui se trouve au-delà de cette bulle, dans les profondeurs infinies que nous ne pourrons jamais observer directement, et les calculs vertigineux qui tentent d'estimer son étendue réelle. Le troisième mystère, peut-être le plus troublant de tous, concerne la possibilité que l'univers soit non seulement plus grand que tout ce que nous pouvions imaginer, mais qu'il soit en fait infini dans un sens que même les mathématiques peinent à décrire. Ce que tu vas apprendre ce soir va te suivre, dans tes pensées silencieuses avant de t'endormir, dans ces moments où tu lèves les yeux vers le ciel nocturne, dans cette sensation étrange qui t'envahit parfois quand tu réalises à quel point tu es petit face à l'immensité. Mais cette fois, cette sensation sera différente. Parce que tu auras compris quelque chose que la majorité des êtres humains ignorent encore. Tu auras entrevu la véritable échelle de l'existence. Et crois-moi, cette révélation va te hanter. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, par ces questions qui nous dépassent et nous élèvent en même temps, alors abonne-toi à cette chaîne. Le voyage commence maintenant. Pendant des siècles, l'humanité a cru vivre au centre de tout. La Terre était le point focal de la création, le soleil tournait autour de nous, et les étoiles n'étaient que de petites lumières accrochées à une voûte céleste à portée de main. Cette vision du monde était rassurante. Elle donnait un sens à notre existence. Elle nous plaçait au cœur d'un cosmos créé pour nous, à notre mesure, compréhensible et maîtrisable. Puis Copernic est arrivé, puis Galilée, puis Kepler et Newton, et progressivement, notre place dans l'univers a commencé à rétrécir. D'abord, nous avons découvert que la Terre n'était qu'une planète parmi d'autres, tournant autour du Soleil. Ensuite, nous avons compris que le Soleil n'était qu'une étoile parmi des milliards dans notre galaxie. Plus tard, nous avons réalisé que notre galaxie, la Voie lactée, n'était elle-même qu'une galaxie parmi des milliards d'autres dans l'univers observable. Chaque découverte nous a rendus plus petits. Chaque avancée scientifique a élargi les frontières du cosmos tout en réduisant notre importance relative. Et pendant longtemps, nous avons pensé que cette expansion de notre compréhension avait atteint ses limites. L'univers observable, cette sphère de lumière dont les signaux ont eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang, représentait pour beaucoup la totalité de ce qui existe. 93 milliards d'années-lumière de diamètre, 2000 milliards de galaxies, des centaines de milliards de billions d'étoiles. Des chiffres déjà incompréhensibles pour notre cerveau de primate évolué. Mais voilà le problème. Voilà le mensonge par omission que la vulgarisation scientifique traditionnelle nous a fait avaler pendant des décennies. L'univers observable n'est pas l'univers. L'univers observable est simplement la partie de l'univers dont nous pouvons détecter l'existence.
C'est une limitation de notre technologie, de notre position dans l'espace-temps, de la vitesse finie de la lumière. Ce n'est pas une frontière réelle. Au-delà de cette bulle de lumière, l'univers continue. Il s'étend. Il existe. Et personne ne peut te dire avec certitude jusqu'où. Pendant des années, les scientifiques ont évité cette question. Ils se concentraient sur ce qu'ils pouvaient observer, mesurer, quantifier. L'univers observable était leur terrain de jeu, et tout ce qui se trouvait au-delà relevait de la spéculation philosophique plutôt que de la science dure. Mais les choses ont changé. Les données du satellite Planck, lancé par l'Agence spatiale européenne, ont fourni des mesures d'une précision sans précédent du fond diffus cosmologique. Cette lumière fossile émise seulement 380 000 ans après le Big Bang. Et ces données racontent une histoire très différente de celle qu'on nous avait racontée. La courbure de l'espace-temps, cette propriété fondamentale de l'univers mesurée par Planck avec une précision extraordinaire, est pratiquement nulle. L'univers est plat. Et un univers plat, selon les équations de la relativité générale, a des implications vertigineuses sur sa taille réelle. Un univers plat pourrait être infini. Ou, s'il est fini, il doit être tellement vaste que nos instruments les plus sensibles ne peuvent pas détecter sa courbure. Les calculs ont été faits. Si l'univers a une courbure, même infime, en dessous du seuil de détection de Planck, alors sa taille réelle dépasse l'univers observable par un facteur que l'esprit humain ne peut tout simplement pas appréhender. Nous ne parlons pas de 10 fois plus grand, nous ne parlons pas de 1000 fois plus grand. Nous parlons de chiffres avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de zéros. Des nombres qui n'ont aucune signification intuitive pour un cerveau conçu pour compter les fruits sur un arbre ou les membres de sa tribu. Et c'est là que la version officielle commence à s'effondrer. Parce que les manuels scolaires, les documentaires grand public, les articles de vulgarisation, tous parlent de l'univers comme s'il était synonyme de l'univers observable. Ils te montrent des images du cosmos, des galaxies lointaines, des amas de matière, et ils te laissent croire que c'est tout ce qui existe. Mais ce n'est pas tout. C'est peut-être même moins qu'une goutte d'eau dans un océan dont nous ne pouvons pas concevoir les rivages. La réalité est beaucoup plus sombre, beaucoup plus vaste, beaucoup plus troublante que cette version simplifiée. Parce que si l'univers est vraiment aussi grand que les nouvelles données le suggèrent, alors nous ne sommes pas seulement petits. Nous sommes infinitésimaux, à un degré qui défie toute comparaison. Nous sommes moins qu'un atome dans l'ensemble de la Terre. Nous sommes moins qu'un électron dans l'ensemble de la galaxie. Nous sommes une fluctuation quantique dans un cosmos tellement vaste qu'il rend notre existence statistiquement impossible. Et pourtant, nous sommes là, conscients, à contempler notre propre insignifiance. Mais la réalité est bien plus sombre encore. Parce que la taille de l'univers n'est que le début de l'histoire. Ce que cette immensité implique pour notre compréhension de la physique, de la vie, de la conscience et du destin ultime de toute existence dépasse de loin la simple question des kilomètres et des années-lumière. Nous allons plonger dans ces implications, une par une, couche par couche, jusqu'à ce que tu comprennes véritablement ce que signifie vivre dans un univers dont la taille réelle échappe à toute mesure humaine. Les astronomes utilisent des unités de mesure spéciales pour parler des distances cosmiques. L'année-lumière, cette distance parcourue par la lumière en une année, équivaut à environ 9500 milliards de kilomètres. Déjà, ce chiffre dépasse notre capacité de visualisation intuitive. Mais l'année-lumière n'est que le début. Pour les distances vraiment grandes, les scientifiques utilisent le parsec, qui équivaut à environ 3,26 années-lumière. Et pour les échelles cosmologiques, ils utilisent le mégaparsec, soit 1 million de parsecs, ce qui représente environ 3,26 millions d'années-lumière. L'univers observable a un rayon d'environ 46,5 milliards d'années-lumière. Attends,
Comment est-ce possible si l'univers n'a que 13,8 milliards d'années? La lumière n'aurait-elle pas dû parcourir seulement 13,8 milliards d'années-lumière au maximum? C'est ici que les choses deviennent étranges. L'univers est en expansion. Et pas seulement les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, mais l'espace lui-même qui se dilate. Depuis que la lumière des objets les plus lointains a commencé son voyage vers nous, l'espace entre nous et ces objets s'est considérablement étiré. Les objets dont nous recevons aujourd'hui la lumière se trouvent maintenant beaucoup plus loin qu'ils ne l'étaient quand cette lumière a été émise. Cette expansion de l'espace a des conséquences fascinantes et terrifiantes. Elle signifie que certains objets s'éloignent de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Non pas parce qu'ils se déplacent dans l'espace à cette vitesse, ce qui serait interdit par la relativité, mais parce que l'espace lui-même, entre nous et ces objets, se crée à un rythme effréné. Ces objets sont déjà au-delà de notre horizon cosmologique. Leur lumière ne nous atteindra jamais plus. Ils sont perdus pour nous à jamais, engloutis par l'expansion de l'univers. Et voici le détail qui devrait te glacer le sang. L'expansion de l'univers s'accélère. Chaque seconde qui passe, plus de galaxies franchissent notre horizon cosmologique et disparaissent de notre univers observable pour toujours. L'univers que nous pouvons voir rétrécit en termes de contenu, même s'il s'agrandit en termes de volume. Dans des billions d'années, si des observateurs existent encore quelque part dans le cosmos, ils regarderont un ciel presque vide. Toutes les galaxies, sauf celles de leur groupe local, auront disparu au-delà de l'horizon. Ils n'auront aucun moyen de savoir que l'univers était autrefois peuplé de billions de galaxies. L'histoire cosmique elle-même sera effacée. Mais revenons à la question centrale. Quelle est la taille réelle de l'univers au-delà de ce que nous pouvons observer? Les estimations basées sur la courbure mesurée par le satellite Planck sont sidérantes. Si l'univers est sphérique, c'est-à-dire s'il a une courbure positive, alors sa taille minimale compatible avec les observations est au moins 250 fois le diamètre de l'univers observable. Cela signifie que l'univers réel contiendrait au minimum 15 millions de fois plus de volume que l'univers observable. 15 millions de fois plus de galaxies, 15 millions de fois plus d'étoiles, 15 millions de fois plus de planètes potentiellement habitables. Mais cette estimation est la plus conservatrice. Les données de Planck sont compatibles avec un univers beaucoup plus grand encore, ou même avec un univers strictement plat et donc potentiellement infini. Certains cosmologistes ont proposé des estimations encore plus vertigineuses. Une étude publiée en 2021, basée sur une analyse statistique des fluctuations du fond diffus cosmologique, a suggéré que l'univers réel pourrait être au moins 400 fois plus grand que l'univers observable en termes de rayons. En termes de volume, cela représente un facteur de 64 millions. Et même cette estimation pourrait être ridiculement conservatrice. Le problème fondamental est que nous essayons de mesurer quelque chose qui pourrait être infini avec des instruments finis. C'est comme essayer de déterminer la taille d'un océan en observant une seule goutte d'eau. Peu importe la précision de nos instruments, nous ne pouvons voir qu'une fraction infinitésimale de ce qui existe réellement. Et chaque amélioration de nos capacités d'observation ne fait que repousser les limites de notre ignorance sans jamais les éliminer. Les implications de cette réalité sont bouleversantes. Si l'univers est vraiment aussi vaste que les données le suggèrent, alors la probabilité que la vie n'existe que sur Terre devient essentiellement nulle. Dans un univers contenant des quintillions de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles, chacune potentiellement entourée de planètes, la vie doit exister ailleurs. Elle doit exister en abondance. Elle doit avoir évolué vers l'intelligence et la civilisation d'innombrables fois au cours des milliards d'années d'histoire cosmique. Et pourtant, nous n'avons détecté aucun signal.
aucune preuve de vie extraterrestre, aucune trace de civilisation technologique. Le silence est assourdissant. Et ce silence, dans un univers de cette taille, devient non pas un simple mystère, mais une énigme existentielle terrifiante. Soit nous sommes seuls dans l'immensité, ce qui semble statistiquement impossible, soit quelque chose empêche les civilisations de se manifester, ce qui pourrait impliquer des dangers cosmiques que nous ne comprenons pas encore. Pour comprendre véritablement la taille de l'univers, il faut d'abord comprendre comment les scientifiques mesurent les distances cosmiques. Ce n'est pas une question triviale. Tu ne peux pas simplement tendre 1 mètre entre la Terre et une galaxie située à des milliards d'années-lumière. Tu ne peux pas envoyer un signal et chronométrer son retour, quand ce retour prendrait plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Les astronomes ont dû développer des méthodes ingénieuses, des échelles de distance qui s'empilent les unes sur les autres, comme les barreaux d'une échelle cosmique. Et chaque barreau repose sur la fiabilité du précédent. Le premier barreau de cette échelle est la parallaxe. C'est une méthode simple en principe. Quand la Terre orbite autour du Soleil, notre point de vue sur les étoiles proches change légèrement. Une étoile proche semble se déplacer par rapport aux étoiles plus lointaines en arrière-plan. Exactement comme ton pouce semble bouger par rapport aux objets distants quand tu fermes alternativement un œil puis l'autre. En mesurant ce déplacement apparent et en connaissant le diamètre de l'orbite terrestre, les astronomes peuvent calculer la distance des étoiles proches par trigonométrie simple. Mais la parallaxe a ses limites. Plus une étoile est lointaine, plus son déplacement apparent est minuscule. Au-delà de quelques centaines d'années-lumière, le mouvement devient trop petit pour être mesuré avec précision, même avec nos meilleurs instruments. C'est là qu'intervient le satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2013. Gaïa a cartographié plus d'1 milliard d'étoiles dans notre galaxie avec une précision sans précédent, mesurant des parallaxes si infimes qu'elles correspondent à l'épaisseur d'un cheveu vu à 1000 km de distance. Grâce à Gaïa, nous avons pu mesurer des distances jusqu'à environ 30 000 années-lumière avec une bonne précision. Mais 30 000 années-lumière, c'est encore à l'intérieur de notre propre galaxie. La Voie lactée s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre. Et la galaxie d'Andromède, notre plus proche grande voisine, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Pour atteindre ces distances, les astronomes ont besoin d'autres méthodes. Ils utilisent ce qu'on appelle les chandelles standards, des objets célestes dont la luminosité intrinsèque est connue. En comparant cette luminosité théorique à la luminosité observée, diminuée par la distance, ils peuvent calculer à quelle distance se trouve l'objet. Les céphéides sont parmi les chandelles standards les plus importantes. Ce sont des étoiles géantes qui pulsent régulièrement, leur luminosité variant de façon périodique. En 1912, Henrietta Swan Leavitt a découvert une relation remarquable. La période de pulsation d'une céphéide est directement liée à sa luminosité intrinsèque. Une céphéide qui pulse lentement est intrinsèquement plus brillante qu'une céphéide qui pulse rapidement. En mesurant la période de pulsation, tu connais la luminosité réelle. En comparant avec la luminosité observée, tu obtiens la distance. Cette découverte a révolutionné l'astronomie. C'est grâce aux céphéides qu'Edwin Hubble a pu prouver dans les années 1920 que la nébuleuse d'Andromède n'était pas un nuage de gaz à l'intérieur de notre galaxie, mais une galaxie entière située bien au-delà de la Voie lactée. D'un seul coup, l'univers connu a été multiplié par un facteur immense. Ce qui était considéré comme la totalité du cosmos s'est révélé n'être qu'une île dans un océan de galaxies.
Mais les céphéides elles-mêmes ont leurs limites. Au-delà d'environ 100 millions d'années-lumière, même les céphéides les plus brillantes deviennent trop faibles pour être distinguées individuellement. Pour aller plus loin, les astronomes se tournent vers des explosions encore plus lumineuses. Les supernovae de type 1A sont des bombes cosmiques d'une régularité remarquable. Elles se produisent quand une naine blanche, le cadavre dense d'une étoile de taille moyenne, accumule trop de matière provenant d'une étoile compagnon et dépasse une masse critique appelée la limite de Chandrasekhar, environ 1,4 fois la masse du Soleil. À ce moment précis, la naine blanche s'effondre et explose dans une déflagration thermonucléaire qui libère une quantité d'énergie presque constante d'une supernova à l'autre. Cette constance fait des supernovae de type AA des chandelles standards idéales pour les très grandes distances. Pendant quelques semaines, une seule supernova de type IA peut briller plus fort que toutes les étoiles de sa galaxie haute combinées. Elles sont visibles à des milliards d'années-lumière. C'est grâce à l'observation de supernovae de type IA lointaines que 2 équipes de chercheurs ont fait, en 1998, une découverte qui a transformé notre compréhension du cosmos. L'expansion de l'univers ne ralentit pas sous l'effet de la gravité, comme tout le monde s'y attendait. Elle accélère. Quelque chose pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Ce quelque chose, que personne ne comprend véritablement, a été baptisé énergie sombre. Mais même les supernovae de type IA ont leurs problèmes. Elles ne sont pas aussi parfaitement uniformes qu'on le pensait initialement. Des variations subtiles dans leur luminosité intrinsèque introduisent des incertitudes dans les mesures de distance. Et ces incertitudes se propagent jusqu'aux estimations les plus fondamentales de la cosmologie, y compris la taille et l'âge de l'univers. Pour les distances encore plus grandes, les astronomes utilisent le décalage vers le rouge cosmologique. Quand l'univers s'étend, la lumière qui voyage à travers l'espace voit sa longueur d'onde étirée. Les ondes lumineuses deviennent plus longues, plus rouges. Plus un objet est lointain, plus sa lumière a voyagé longtemps. Plus l'espace s'est étendu pendant ce voyage, et plus le décalage vers le rouge est important. En mesurant ce décalage, les astronomes peuvent déterminer à quelle vitesse un objet s'éloigne de nous, et donc, en utilisant la loi de Hubble qui relie vitesse de récession et distance, estimer à quelle distance il se trouve. Mais la loi de Hubble elle-même dépend d'une constante, appelée la constante de Hubble, qui représente le taux actuel d'expansion de l'univers. Et c'est ici que les choses deviennent troublantes. Différentes méthodes de mesure de la constante de Hubble donnent des résultats différents. Les mesures basées sur le fond diffus cosmologique et la cosmologie du Big Bang suggèrent une valeur d'environ 67,4 km par seconde par mégaparsec. Les mesures basées sur les céphéides et les supernovae dans l'univers proche suggèrent une valeur d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. Cette différence peut sembler minime, mais elle est statistiquement significative, trop grande pour être attribuée aux simples erreurs de mesure. Quelque chose ne va pas. Soit l'une des méthodes contient une erreur systématique que nous n'avons pas encore identifiée, soit notre compréhension de l'univers est incomplète. Peut-être que l'énergie sombre n'est pas constante dans le temps. Peut-être que de nouvelles particules ou forces existent et influencent l'expansion. Peut-être que notre modèle cosmologique standard, malgré tous ses succès, manque quelque chose de fondamental. Cette tension dans les mesures de la constante de Hubble est l'un des problèmes les plus pressants de la cosmologie contemporaine. Elle affecte directement notre capacité à déterminer la taille de l'univers, son âge et son destin ultime. Et elle nous rappelle que même nos connaissances les plus solides reposent sur des fondations qui
qui peuvent trembler quand on les examine de trop près. Au-delà des méthodes de mesure de distance, il y a la question de la structure de l'univers à grande échelle. Quand tu regardes le ciel nocturne, tu vois des étoiles éparpillées de façon apparemment aléatoire. Mais cette distribution n'est pas vraiment aléatoire. Les étoiles sont regroupées en galaxies. Les galaxies sont regroupées en groupes et en amas. Les amas sont regroupés en superamas. Et les superamas sont connectés entre eux par des filaments de matière qui forment une structure cosmique gigantesque, souvent appelée la toile cosmique. Cette toile cosmique est l'une des structures les plus vastes de l'univers. Elle ressemble à une éponge tridimensionnelle avec des filaments denses de galaxies séparés par d'immenses vides où presque aucune matière n'existe. Les filaments peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière. Les vides peuvent avoir des diamètres de plusieurs centaines de millions d'années-lumière également. C'est une structure d'une échelle proprement inimaginable. Le relevé Sloan Digital Sky Survey a cartographié des millions de galaxies et révélé cette structure en détail. Les images produites par ce relevé montrent des concentrations de galaxies formant des murs et des filaments entourant des bulles de vide presque parfaits. L'un des plus grands ensembles connus est le Grand Mur de Sloan, une structure filamentaire qui s'étend sur environ 1,4 milliard d'années-lumière. Mais même cette structure colossale n'est qu'une petite partie de la toile cosmique totale. Plus récemment, les astronomes ont découvert des structures encore plus grandes. Le mur du pôle Sud, identifié en 2020, s'étend sur 1,4 milliard d'années-lumière et se trouve relativement proche de nous, à seulement 500 millions d'années-lumière. Sa découverte tardive montre à quel point notre cartographie de l'univers reste incomplète, même pour les régions relativement proches. Mais la structure la plus étrange jamais découverte est peut-être le grand groupe de quasars Huge LQG, identifié en 2013. C'est un amas de 73 quasars, ces noyaux galactiques extrêmement lumineux, alimentés par des trous noirs supermassifs, qui s'étend sur environ 4 milliards d'années-lumière. Cette structure est si vaste qu'elle semble violer le principe cosmologique, l'idée que l'univers est homogène à grande échelle. Si de telles structures existent, alors l'univers n'est peut-être pas aussi uniforme que nous le pensions. La distribution de la matière dans l'univers n'est pas simplement une curiosité académique. Elle contient des informations cruciales sur l'histoire cosmique, sur les conditions initiales du Big Bang et sur la nature de la matière noire et de l'énergie sombre. Les petites fluctuations de densité dans l'univers primordial, visibles aujourd'hui dans le fond diffus cosmologique, ont grandi sous l'effet de la gravité pour former les galaxies, les amas et la toile cosmique que nous observons aujourd'hui. En étudiant cette structure, les cosmologistes peuvent remonter le temps et comprendre comment l'univers a évolué. Le fond diffus cosmologique lui-même est une source d'informations extraordinaires sur la taille de l'univers. Cette lumière fossile, émise quand l'univers n'avait que 380 000 ans, nous montre une image de l'univers primitif avec une précision remarquable. Les fluctuations de température dans ce rayonnement, minuscules variations d'environ 1/100 millième de degré, correspondent aux fluctuations de densité qui ont ensemencé la formation des structures cosmiques. La taille caractéristique de ces fluctuations nous renseigne sur la géométrie de l'univers. Dans un univers courbe, les angles d'un triangle ne s'additionnent pas à 180 degrés. Les lignes parallèles finissent par se rencontrer ou s'écarter. La lumière voyage le long de trajectoires courbes. Ces effets affectent la taille apparente des fluctuations dans le fond diffus cosmologique. En mesurant cette taille apparente et en la comparant à la taille réelle calculée théoriquement,
Les cosmologistes peuvent déterminer la courbure de l'univers. Les résultats sont frappants. L'univers est plat à une précision extraordinaire. La courbure mesurée est compatible avec 0, avec une marge d'erreur de seulement quelques dixièmes de %. Cette platitude a des implications profondes. Un univers parfaitement plat pourrait être infini en étendue, ou il pourrait être fini, mais tellement vaste que sa courbure est indétectable avec nos instruments actuels. Dans les deux cas, la taille réelle de l'univers dépasse de loin ce que nous pouvons observer. Mais comment mesurer la taille de quelque chose d'infini, ou de quelque chose de fini, mais au-delà de notre horizon d'observation? Les cosmologistes utilisent des techniques statistiques sophistiquées. Ils analysent les corrélations dans le fond diffus cosmologique, cherchant des motifs qui se répètent ou des anomalies qui pourraient indiquer que l'univers se referme sur lui-même. Si l'univers était suffisamment petit, la lumière aurait eu le temps de faire plusieurs fois le tour, et nous verrions des images multiples des mêmes régions du ciel. Aucun tel effet n'a été détecté, ce qui impose des limites inférieures sur la taille de l'univers. Ces analyses suggèrent que si l'univers est fini, son diamètre est au moins 3 fois celui de l'univers observable. Mais cette limite inférieure est extrêmement conservatrice. Les modèles théoriques les plus populaires, basés sur l'inflation cosmique, suggèrent que l'univers réel est incomparablement plus grand. L'inflation est une période d'expansion exponentielle extrêmement rapide qui aurait eu lieu dans les premières fractions de seconde après le Big Bang. Pendant cette période, l'univers aurait doublé de taille des dizaines de fois en un temps incroyablement court, peut-être aussi bref qu'un millionième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde. Cette expansion a pris une région minuscule, peut-être plus petite qu'un proton, et l'a étirée jusqu'à des dimensions cosmiques. Si l'inflation s'est vraiment produite, et les observations du fond diffus cosmologique soutiennent fortement cette théorie, alors l'univers réel est vastement, inconcevablement plus grand que l'univers observable. Les calculs varient selon les modèles spécifiques d'inflation, mais certaines estimations suggèrent que l'univers réel pourrait être 10 élevé à la puissance 10 élevé à la puissance 123 fois plus grand que l'univers observable. Ce nombre est tellement grand qu'il n'a aucune signification intuitive. Il dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. Il dépasse le nombre de configurations quantiques possibles de l'univers observable. C'est un nombre qui transcende toute comparaison humaine. Face à de tels chiffres, que peut faire la science? Elle peut mesurer ce qui est mesurable. Elle peut théoriser sur ce qui est au-delà de la mesure. Mais elle doit admettre ses limites. La vérité est que nous ne savons pas quelle est la taille réelle de l'univers. Nous avons des limites inférieures basées sur les observations. Nous avons des estimations théoriques basées sur des modèles. Mais nous n'avons pas de réponse définitive. Nous n'en aurons peut-être jamais. La science, dans toute son extraordinaire puissance, se heurte ici à un mur fondamental. Nous sommes confinés dans notre bulle d'observation, incapables de voir au-delà de l'horizon cosmologique, incapables de vérifier directement ce qui existe dans les régions de l'univers dont la lumière ne nous atteindra jamais. Nous pouvons inférer, déduire, extrapoler, mais nous ne pouvons pas savoir avec certitude. Et peut-être est-ce là la leçon la plus profonde. L'univers garde ses secrets. Il nous montre juste assez pour nous fasciner, pour nous pousser à chercher, pour alimenter notre curiosité insatiable. Mais il conserve son mystère ultime hors de notre portée, comme un horizon qui recule toujours quand on essaie de l'atteindre. Les observations les plus récentes ont bouleversé notre compréhension de l'univers primitif d'une manière que personne n'avait anticipée. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021 et positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre au point de Lagrange L2, a commencé à envoyer des images qui défient nos modèles cosmologiques les plus établis. Ce que cet instrument extraordinaire nous montre
n'est pas simplement une version plus détaillée de ce que nous connaissions déjà. C'est une révision fondamentale de ce que nous pensions possible dans l'univers jeune. Les premières images en champ profond du James Webb ont révélé des galaxies formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Jusque-là, rien de surprenant. Les astronomes s'attendaient à trouver ces galaxies primordiales. Ce qui les a stupéfiés, c'est la taille et la maturité de ces galaxies. Elles ne ressemblent pas aux amas chaotiques et primitifs que les théories prédisaient. Certaines d'entre elles sont massives, bien structurées, avec des populations stellaires évoluées. Elles semblent avoir eu besoin de beaucoup plus de temps pour se former qu'elles n'en ont eu. L'une des découvertes les plus troublantes concerne une galaxie surnommée Glass Z13, détectée dans les données préliminaires du James Webb. Cette galaxie semble exister seulement 300 millions d'années après le Big Bang, à une époque où l'univers était encore un bébé cosmique. Pourtant, elle contient déjà une masse stellaire équivalente à 1 milliard de soleils. Comment une telle quantité de matière a-t-elle pu s'assembler aussi rapidement ? Les modèles standards de formation galactique peinent à l'expliquer. D'autres observations ont suivi, chacune ajoutant de nouvelles pièces à ce puzzle cosmique. La galaxie JADE GS Z13-0, confirmée en 2022, repousse encore plus loin les limites. Elle nous apparaît telle qu'elle était seulement 320 millions d'années après le Big Bang. Et elle n'est pas seule. Les relevés profonds du James Webb ont identifié des dizaines de candidates à des décalages vers le rouge extrêmes, suggérant une population inattendue de galaxies massives dans l'univers très jeune. Ces découvertes posent un problème fondamental. Soit les galaxies se forment beaucoup plus rapidement que nos modèles ne le permettent, soit quelque chose dans notre compréhension de la cosmologie est erroné. Peut-être que l'univers est plus vieux que nous le pensons. Peut-être que les premières étoiles étaient radicalement différentes de celles que nous observons aujourd'hui. Peut-être que des processus physiques inconnus ont accéléré la formation des structures dans l'univers primordial. Certains théoriciens ont proposé que ces observations pourraient être liées à la matière noire d'une manière que nous ne comprenons pas encore. La matière noire, cette substance mystérieuse qui constitue environ 27% du contenu énergétique de l'univers, mais qui n'interagit pas avec la lumière, pourrait avoir joué un rôle plus actif dans la formation des premières galaxies. D'autres ont suggéré que ces galaxies abritent peut-être des populations de trous noirs primordiaux qui auraient servi de graines autour desquelles la matière s'est rapidement accumulée. Quoi qu'il en soit, ces observations nous rappellent que l'univers est plus complexe et plus riche que nos théories ne le décrivaient. Chaque fois que nous construisons un nouveau télescope plus puissant, chaque fois que nous repoussons les limites de notre vision, nous découvrons que le cosmos avait encore des surprises en réserve. L'univers ne se conforme pas à nos attentes. Il existe selon ses propres règles, que nous ne faisons qu'entrevoir. Le James Webb a également observé des galaxies plus proches, avec une résolution sans précédent, révélant des détails de leur structure interne qui étaient auparavant invisibles. Les bras spiraux de galaxies lointaines, les régions de formation stellaire intenses, les voiles de poussière cosmique qui obscurcissent les cœurs galactiques. Tout cela apparaît maintenant avec une clarté stupéfiante. Ces observations nous aident à comprendre comment les galaxies évoluent au fil du temps, comment elles grandissent en absorbant des galaxies plus petites, comment elles transforment leur gaz en étoiles et comment elles finissent par vieillir et mourir. Car oui, les galaxies meurent. Pas d'un seul coup, mais progressivement au fil de milliards d'années. Une galaxie vivante est une galaxie qui forme encore de nouvelles étoiles. Le gaz interstellaire s'effondre sous sa propre gravité, formant des nuages moléculaires denses qui finissent par s'allumer en nouveaux soleils. Mais ce gaz n'est pas infini. Chaque étoile formée consomme une partie des réserves. Et quand le gaz est épuisé, la formation stellaire cesse. La galaxie devient quiescente,
peuplée uniquement d'étoiles vieillissantes qui s'éteignent progressivement au fil des éons. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est encore dans sa phase active. Elle forme environ 1 à 2 nouvelles étoiles par an, un rythme modeste mais régulier. Elle possède encore d'importantes réserves de gaz interstellaires, suffisantes pour continuer la formation stellaire pendant plusieurs milliards d'années. Mais cet approvisionnement n'est pas éternel, et un événement cataclysmique approche. Un événement qui va transformer notre galaxie de façon irréversible. La galaxie d'Andromède fonce vers nous. À une vitesse d'environ 400 km par seconde, notre plus proche grande voisine galactique se rapproche inexorablement. Dans environ 4,5 milliards d'années, les deux galaxies entreront en collision. Ce sera l'une des transformations les plus spectaculaires que notre coin du cosmos connaîtra jamais. Mais le mot collision est trompeur. Les galaxies ne sont pas des objets solides. Ce sont des assemblages d'étoiles, de gaz et de matière noire maintenus ensemble par la gravité. Les distances entre les étoiles individuelles sont tellement vastes que lors de la rencontre entre la Voie lactée et Andromède, les probabilités de collision directe entre deux étoiles sont pratiquement nulles. Les étoiles passeront les unes à côté des autres dans une valse gravitationnelle complexe. Ce qui va réellement se passer est plus subtil, mais tout aussi dramatique. Les forces de marée gravitationnelle vont déformer les deux galaxies, étirant leurs bras spiraux en de longues queues de matière. Des régions de gaz interstellaires vont entrer en collision et être comprimées, déclenchant des vagues intenses de formation stellaire. Des milliards de nouvelles étoiles naîtront dans ces feux d'artifice cosmiques. Les trous noirs supermassifs au centre de chaque galaxie, celui de la Voie lactée avec environ 4 millions de masses solaires et celui d'Andromède avec peut-être 100 millions de masses solaires, finiront par fusionner dans un événement libérant une quantité phénoménale d'énergie gravitationnelle. Les simulations informatiques nous montrent ce qui pourrait arriver. Pendant les premiers passages, les deux galaxies se traverseront mutuellement, puis s'éloigneront à nouveau, traînant derrière elles des ponts et des queues de matière arrachées. Puis elles reviendront l'une vers l'autre, encore et encore, dans une danse gravitationnelle qui s'étendra sur des centaines de millions d'années. Finalement, elles fusionneront en une seule entité, une galaxie elliptique géante que certains astronomes ont déjà surnommée Milkomeda ou Milkdromeda. Le système solaire survivra probablement à cette collision. Nos descendants lointains, s'ils existent encore, verront un ciel nocturne radicalement transformé. La bande laiteuse familière de notre galaxie sera remplacée par une distribution d'étoiles plus uniforme, caractéristique des galaxies elliptiques. Le centre galactique, aujourd'hui obscurci par des nuages de poussière, sera peut-être visible dans toute sa gloire, avec son trou noir supermassif nouvellement fusionné, entouré d'étoiles en orbite chaotique. Mais cette collision, aussi spectaculaire soit-elle, n'est qu'un exemple parmi d'innombrables autres dans l'univers. Les fusions de galaxies sont courantes à l'échelle cosmique. Nous les observons à toutes les étapes de leur progression, depuis les premiers rapprochements jusqu'aux fusions finales. Les images du télescope Hubble et maintenant du James Webb montrent des paires de galaxies en interaction, leurs formes distordues par les forces de marée, leurs étoiles projetées dans des trajectoires sauvages. L'une des plus célèbres est le système des antennes, deux galaxies spirales en pleine collision à environ 45 millions d'années-lumière de nous. Les longues queues de matière qui s'étendent de part et d'autre leur donnent l'apparence d'un insecte cosmique. Dans leur centre fusionnant, des régions de formation stellaire extrêmement intenses brillent d'un éclat bleuté. Des pépinières d'étoiles où naissent des milliers de nouveaux soleils. Le quintet de Stéphane est un autre exemple fascinant. Un groupe de 5 galaxies en interaction gravitationnelle complexe. 4 d'entre elles forment un véritable groupe physique en train de fusionner lentement, tandis que la 5e est une intruse au premier plan qui se trouve par hasard sur la même ligne de visée. Les images du James Webb
ont révélé les détails de cette interaction avec une précision extraordinaire, montrant les ondes de choc qui traversent le gaz intergalactique quand les galaxies se percutent. Ces collisions et fusions sont le moteur de l'évolution galactique. Les grandes galaxies que nous voyons aujourd'hui, y compris la Voie lactée, sont le résultat de nombreuses fusions passées avec des galaxies plus petites. Les traces de ces anciennes victimes sont parfois encore visibles sous forme de courants stellaires, de longues traînées d'étoiles qui conservent la mémoire d'une galaxie naine déchiquetée par les forces de marée il y a des milliards d'années. La Voie lactée elle-même est actuellement en train de cannibaliser plusieurs galaxies naines. La galaxie naine du Sagittaire, découverte en 1994, est en plein processus de destruction. Elle orbite autour de notre galaxie et à chaque passage, elle perd un peu plus de ses étoiles qui sont absorbées par la Voie lactée. Dans quelques centaines de millions d'années, il ne restera plus rien de cette galaxie indépendante, juste un courant diffus d'étoiles dispersées dans le halo galactique. Ce processus de cannibalisme cosmique révèle une vérité profonde sur la nature de l'univers. La violence est tissée dans la trame même du cosmos. La gravité, cette force fondamentale qui maintient les planètes en orbite et les galaxies en cohésion, est aussi l'agent de destruction qui déchire les étoiles, engloutit les galaxies et alimente les phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Et cette violence opère à toutes les échelles. À l'échelle stellaire, les étoiles naissent dans des effondrements gravitationnels violents et meurent dans des explosions cataclysmiques. À l'échelle galactique, les galaxies se déchirent mutuellement et fusionnent dans des rencontres titanesques. À l'échelle des amas de galaxies, des centaines ou des milliers de galaxies tourbillonnent dans des puits gravitationnels communs, se heurtant et se transformant au fil des milliards d'années. Les amas de galaxies eux-mêmes sont des environnements extraordinairement hostiles. Le gaz intergalactique qui remplit l'espace entre les galaxies d'un amas est chauffé à des températures de dizaines de millions de degrés par les ondes de choc et les processus gravitationnels. Ce gaz émet des rayons X intenses, détectables par des télescopes spatiaux comme Chandra ou XMM Newton. La masse totale d'un amas de galaxies peut atteindre des millions de milliards de masses solaires, et pourtant, la majeure partie de cette masse n'est pas dans les galaxies visibles, ni même dans le gaz chaud, mais dans la matière noire invisible qui forme le squelette gravitationnel de ces structures colossales. Certains amas de galaxies sont eux-mêmes en train de fusionner, créant des événements d'une violence inouïe. L'amas du Boulet, situé à environ 3,7 milliards d'années-lumière, est le résultat d'une collision entre deux grands amas de galaxies. Cette collision, qui s'est produite il y a environ 150 millions d'années, a séparé la matière ordinaire de la matière noire d'une manière spectaculaire. Le gaz chaud des deux amas a ralenti et chauffé lors de la collision, restant au centre. Mais la matière noire, qui n'interagit pas avec elle-même ni avec la matière ordinaire autrement que par la gravité, a continué sa course, traversant le site de collision sans être ralenti. L'amas du Boulet est considéré comme l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de la matière noire. Les observations en rayons X montrent le gaz chaud au centre de la collision. Mais les études de lentilles gravitationnelles, qui cartographient la distribution de masse en observant comment la lumière des galaxies d'arrière-plan est déviée, montrent que la majeure partie de la masse se trouve en dehors du gaz visible, là où la matière noire aurait dû se trouver après avoir traversé la collision sans interaction. Ces collisions d'amas libèrent des quantités d'énergie difficiles à concevoir. Les ondes de choc qui se propagent à travers le gaz intergalactique accélèrent des particules à des vitesses proches de celles de la lumière, créant des émissions radio qui s'étendent sur des millions d'années-lumière. Ces structures, appelées reliques radio, sont parmi les objets les plus grands de l'univers, des témoins silencieux de la violence cosmique à l'œuvre.
Et cette violence ne se limite pas aux collisions. Au cœur de presque chaque grande galaxie se trouve un monstre endormi. Un trou noir supermassif dont la masse peut atteindre des milliards de fois celle du Soleil. Ces trous noirs sont les vestiges d'un passé plus tumultueux, quand ils dévoraient activement la matière environnante et brillaient comme des quasars, les objets les plus lumineux de l'univers. Quand la matière tombe vers un trou noir supermassif, elle ne plonge pas directement. Elle forme un disque d'accrétion, une structure tourbillonnante de gaz surchauffés qui spirale progressivement vers l'horizon des événements. Dans ce disque, la matière est chauffée à des températures de millions de degrés par la friction et les forces de marée. Elle émet des rayonnements intenses sur tout le spectre électromagnétique, depuis les ondes radio jusqu'aux rayons X et gamma. Les jets relativistes sont peut-être la manifestation la plus spectaculaire de cette activité. Certains trous noirs supermassifs en accrétion active projettent des colonnes de matière et d'énergie à des vitesses proches de celles de la lumière, perpendiculairement au disque d'accrétion. Ces jets peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière, bien au-delà des limites de leur galaxie hôte, insufflant une énergie colossale dans le milieu intergalactique. L'énergie contenue dans ces jets est vertigineuse. Un seul jet relativiste peut transporter autant d'énergie que le Soleil en émettra pendant toute son existence de 10 milliards d'années, et ce, de façon continue, pendant des millions d'années. Ces jets sculptent l'environnement cosmique autour d'eux, créant d'immenses cavités dans le gaz chaud des amas de galaxies, chauffant et repoussant la matière sur des distances gigantesques. Dans un univers de la taille que les données récentes suggèrent, ces phénomènes violents ne sont pas des exceptions rares, ils sont la norme. À chaque instant, quelque part dans le cosmos, des étoiles explosent en supernovae, des galaxies entrent en collision, des trous noirs dévorent des quantités titanesques de matière, des jets relativistes percent le vide intergalactique. La violence est constante, omniprésente, tissée dans la structure même de l'univers. Et cette violence, paradoxalement, est aussi le moteur de la complexité. Sans les supernovae, les éléments lourds nécessaires à la vie n'existeraient pas. Sans les collisions de galaxies, la formation stellaire serait moins active. Sans les jets des trous noirs, la distribution de la matière dans les amas de galaxies serait différente. L'univers destructeur est aussi l'univers créateur. La mort des étoiles engendre la naissance des planètes. Le chaos cosmique est le terreau de la complexité. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers depuis le Big Bang. Pendant quelques secondes ou quelques minutes, un seul de ces événements peut libérer plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute son existence de 10 milliards d'années. Cette énergie est concentrée en un faisceau étroit de rayonnement gamma, la forme la plus énergétique de la lumière, capable de traverser des milliards d'années-lumière d'espace avant d'atteindre nos détecteurs. La découverte des sursauts gamma est accidentelle et fascinante. Dans les années 1960, les États-Unis avaient lancé une série de satellites Vela pour surveiller les essais nucléaires soviétiques dans l'espace, interdits par le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963. Ces satellites étaient équipés de détecteurs de rayons gamma, car une explosion nucléaire dans l'espace produirait une signature caractéristique dans cette gamme de longueur d'onde. Ce que les satellites Vela ont détecté les a stupéfiés. Des flashs intenses de rayons gamma apparaissaient régulièrement, mais ils ne provenaient pas de la Terre ni de l'espace proche. Ils semblaient venir de directions aléatoires dans le ciel, sans aucune corrélation avec les positions des satellites soviétiques ou de leurs sites d'essai. Pendant des années, ces données sont restées classifiées. Ce n'est qu'en 1973 que la découverte a été rendue publique, ouvrant l'un des mystères les plus intrigants de l'astrophysique. Pendant des décennies, les astronomes ont débattu de l'origine de ces sursauts. Étaient-ils proches, peut-être dans notre propre galaxie, et donc relativement modestes en énergie ?
Ou était-il cosmologique, provenant de galaxies lointaines, et donc d'une puissance inconcevable? Le débat a été tranché en 1997, quand le satellite italo-néerlandais Bepo-Sax a permis pour la première fois de localiser précisément un sursaut gamma et d'identifier sa galaxie hôte. Cette galaxie se trouvait à des milliards d'années-lumière. Les sursauts gamma étaient bel et bien les explosions les plus violentes du cosmos. Aujourd'hui, nous comprenons que les sursauts gamma se divisent en deux grandes catégories. Les sursauts longs, qui durent plus de 2 secondes et peuvent s'étendre sur plusieurs minutes, sont associés à la mort des étoiles les plus massives. Quand une étoile géante, au moins 20 à 30 fois plus massive que le Soleil, épuise son combustible nucléaire, son cœur s'effondre en un trou noir. Dans ce processus cataclysmique, une partie de la matière de l'étoile est éjectée à des vitesses proches de celles de la lumière le long de l'axe de rotation, formant des jets relativistes qui percent les couches externes de l'étoile mourante et projettent leur rayonnement gamma dans l'espace. Ce type de sursaut gamma est souvent accompagné d'une supernova particulièrement énergétique, parfois appelée hypernova. L'événement GRB 030319, détecté en mars 2003, a fourni la preuve directe de cette connexion. Après la détection du sursaut gamma initial, les astronomes ont observé l'apparition d'une supernova brillante exactement à la position du sursaut, confirmant que les deux phénomènes étaient liés. Les sursauts courts, qui durent moins de 2 secondes, ont une origine différente et peut-être encore plus spectaculaire. Ils résultent de la fusion de 2 étoiles à neutrons, ou d'une étoile à neutrons avec un trou noir. Ces objets compacts, vestiges d'anciennes supernovae, peuvent orbiter l'un autour de l'autre dans des systèmes binaires serrés pendant des milliards d'années. Progressivement, ils perdent de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles, se rapprochant inexorablement jusqu'à la collision finale. Quand 2 étoiles à neutrons fusionnent, le résultat est cataclysmique. En une fraction de seconde, des quantités énormes de matière sont comprimées, chauffées et éjectées. Un trou noir se forme au centre. Des jets relativistes jaillissent. Et l'espace-temps lui-même tremble sous l'impact des ondes gravitationnelles. Le 17 août 2017 a marqué une date historique pour l'astronomie. Ce jour-là, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo ont capté le signal d'une fusion d'étoiles à neutrons à environ 130 millions d'années-lumière dans la galaxie NGC 4993. Moins de 2 secondes plus tard, les satellites Fermi et Integral ont détecté un sursaut gamma court provenant de la même direction. Pour la première fois, un événement cosmique était observé simultanément en ondes gravitationnelles et en lumière. Cet événement, baptisé GW 1700817, a déclenché l'une des campagnes d'observation les plus intenses de l'histoire de l'astronomie. Plus de 70 observatoires à travers le monde et dans l'espace ont pointé leurs instruments vers la source, observant son évolution sur tout le spectre électromagnétique pendant les semaines et les mois qui ont suivi. Ces observations ont confirmé des théories proposées depuis des décennies sur l'origine des éléments lourds. Car la fusion d'étoiles à neutrons ne produit pas seulement de l'énergie et du rayonnement. Elle synthétise également de la matière. Dans les conditions extrêmes de température et de densité qui règnent lors de la collision, des réactions nucléaires rapides créent des éléments lourds comme l'or, le platine, l'uranium. Les observations de GW 1700817 ont révélé les signatures spectrales de ces éléments nouvellement formés, confirmant que les collisions d'étoiles à neutrons sont l'une des principales sources des éléments les plus lourds du tableau périodique. L'or que tu portes peut-être en bijoux, le platine dans les catalyseurs automobiles, l'uranium dans les centrales nucléaires. Tous ces éléments ont été forgés dans la violence d'une collision d'étoiles à neutrons quelque part dans notre galaxie ou dans ses environs, il y a des milliards d'années. La matière de ces événements cataclysmiques s'est dispersée dans l'espace interstellaire,
s'est mêlé aux nuages de gaz, a été incorporé dans de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles mortes et de débris de collisions cosmiques. Mais les sursauts gamma ne sont pas seulement des curiosités astrophysiques. Ils représentent aussi une menace potentielle pour la vie. Un sursaut gamma suffisamment proche et orienté vers la Terre pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la biosphère. Le rayonnement gamma de haute énergie interagirait avec l'atmosphère terrestre, détruisant la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets du Soleil. Sans cette protection, le rayonnement ultraviolet solaire stériliserait la surface de la Terre, tuant la plupart des formes de vie terrestres et détruisant le phytoplancton océanique qui produit une grande partie de l'oxygène que nous respirons. Certains scientifiques ont proposé que des sursauts gamma passés pourraient avoir causé des extinctions de masse dans l'histoire de la Terre. L'extinction ordovicienne silurienne, il y a environ 450 millions d'années, a éliminé plus de 85% des espèces marines. Elle reste partiellement inexpliquée par les mécanismes géologiques traditionnels. Un sursaut gamma lointain, mais suffisamment énergétique, pourrait en être responsable, bien que cette hypothèse reste spéculative et difficile à vérifier. La probabilité qu'un sursaut gamma dangereux frappe la Terre dans un futur proche est heureusement très faible. Les estimations suggèrent qu'un tel événement pourrait se produire une fois tous les quelques centaines de millions d'années en moyenne. Mais dans un univers de la taille que nous avons décrite, ces événements se produisent constamment quelque part. À chaque seconde, plusieurs sursauts gamma explosent dans l'univers observable. La plupart sont trop lointains pour que nous puissions les détecter avec nos instruments actuels. Mais ils se produisent néanmoins, illuminant brièvement leur région du cosmos avant de s'éteindre. Au-delà des sursauts gamma, d'autres phénomènes violents sculptent l'univers à des échelles encore plus vastes. Les jets relativistes des trous noirs supermassifs, que nous avons mentionnés précédemment, sont parmi les structures les plus énergétiques et les plus étendues connues. Le jet de la galaxie M87, situé à environ 55 millions d'années-lumière dans l'amas de la Vierge, s'étend sur plus de 5000 années-lumière depuis le trou noir central. Ce jet transporte des quantités d'énergie difficiles à concevoir, alimentant des lobes radiaux qui s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière de part et d'autre de la galaxie. En avril 2019, le télescope Event Horizon a produit la première image directe de l'ombre d'un trou noir, celui précisément au cœur de M87. Cette image historique montre un anneau de lumière asymétrique entourant une zone sombre centrale. L'anneau est formé par le gaz surchauffé qui orbite autour du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. La zone sombre est l'ombre du trou noir lui-même, la région où la lumière ne peut pas s'échapper et où même les photons qui s'en approchent sont déviés vers l'intérieur. Le trou noir de M87 a une masse d'environ 6,5 milliards de masses solaires. Son horizon des événements, la frontière au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, a un rayon d'environ 19 milliards de kilomètres, plus grand que l'orbite de Pluton autour du Soleil. Si tu pouvais te tenir à distance sûre et observer cet objet, tu verrais un monstre cosmique capable d'engloutir des systèmes solaires entiers sans effort apparent. Mais M87 n'est pas le plus grand trou noir connu. Le trou noir au centre de la galaxie Holm 15A, situé à environ 700 millions d'années-lumière, a une masse estimée à 40 milliards de masses solaires, soit plus de 6 fois celle de M87. D'autres trous noirs ultramassifs ont été détectés dans des quasars lointains, certains pesant des dizaines de milliards de masses solaires. Ces objets sont des gouffres gravitationnels d'une échelle difficilement imaginable, capables d'influencer l'évolution de galaxies entières par leur simple présence. Les collisions de trous noirs supermassifs, qui se produisent lors des fusions de galaxies, libèrent des quantités d'énergie gravitationnelle phénoménales. Une partie de cette énergie est émise sous forme d'ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Ces ondes gravitationnelles de basse fréquence,
produites par des trous noirs supermassifs en orbite l'un autour de l'autre pendant des millions d'années avant leur fusion finale, sont la cible de projets comme le Pulsar Timing Array et la future mission spatiale LISA. En 2023, les collaborations de chronométrage de pulsars à travers le monde ont annoncé la détection d'un fond d'ondes gravitationnelles, un bourdonnement constant d'ondes gravitationnelles provenant de nombreuses paires de trous noirs supermassifs dans tout l'univers. Cette découverte ouvre une nouvelle fenêtre sur le cosmos violent, nous permettant d'écouter les vibrations de l'espace-temps causées par les objets les plus massifs de l'univers. Mais la violence cosmique ne se limite pas aux événements les plus énergétiques. Des processus plus lents, mais tout aussi inexorables, sculptent l'univers à toutes les échelles. L'érosion stellaire, par exemple, ronge progressivement les étoiles qui s'aventurent trop près des trous noirs supermassifs. Une étoile qui passe à proximité d'un tel monstre peut être étirée et déchirée par les forces de marée, dans un événement appelé disruption par effet de marée. La matière stellaire forme alors un disque d'accrétion temporaire autour du trou noir, émettant un flash de lumière intense qui peut durer des mois avant de s'estomper. Ces événements de disruption sont relativement rares, se produisant peut-être une fois tous les 10 000 ans dans une galaxie typique. Mais avec des milliards de galaxies dans l'univers observable, des dizaines de ces événements se produisent chaque année quelque part dans le cosmos détectable. Les télescopes modernes en découvrent de plus en plus, chacun racontant l'histoire d'une étoile malchanceuse qui s'est approchée trop près de l'abîme. Les magnétars représentent une autre forme de violence cosmique, plus concentrée mais tout aussi impressionnante. Ces étoiles à neutrons possèdent les champs magnétiques les plus intenses connus dans l'univers, des millions de milliards de fois plus forts que le champ magnétique terrestre. À la surface d'un magnétar, les forces magnétiques sont si intenses qu'elles déforment les atomes en formes allongées et rendent la matière transparente dans certaines directions. Parfois, la croûte d'un magnétar se fracture sous les tensions magnétiques énormes, provoquant un tremblement d'étoiles. Ces événements libèrent des flashs de rayons gamma d'une intensité extraordinaire. Le 27 décembre 2004, un magnétar situé à environ 50 000 années-lumière, dans notre propre galaxie, a émis un flash tellement puissant qu'il a temporairement ionisé la haute atmosphère terrestre, affectant les communications radio sur le côté nuit de la Terre. Et ce magnétar était de l'autre côté de la galaxie. Les sursauts radio rapides sont un autre mystère violent qui a émergé ces dernières années. Découverts pour la première fois en 2007 dans des données d'archives, ces flashs radio intenses durent à peine quelques millisecondes, mais libèrent autant d'énergie que le Soleil en plusieurs jours. Leur origine reste partiellement mystérieuse, bien que certains aient été associés à des magnétars. Le plus intrigant est qu'ils semblent provenir de galaxies lointaines, parfois à des milliards d'années-lumière, ce qui implique des énergies phénoménales. Certains sursauts radio rapides se répètent, émettant des flashs multiples depuis la même source. D'autres semblent être des événements uniques. Cette diversité suggère peut-être des mécanismes différents ou différentes phases d'un même type d'objet. Les théories abondent, depuis des collisions d'étoiles à neutrons jusqu'aux effondrements de magnétars en trous noirs. Chaque nouvelle observation affine notre compréhension, mais le mystère complet reste à élucider. Dans l'immensité de l'univers, ces événements violents se produisent constamment, simultanément, à des échelles et des distances qui défient notre imagination. Pendant que tu écoutes ces mots, quelque part, une étoile massive s'effondre en trou noir. Un jet relativiste perce le vide intergalactique, deux galaxies s'entrechoquent dans une valse gravitationnelle millénaire, un magnétar se fracture et illumine son coin de la galaxie. L'univers n'est pas un lieu calme et serein,
c'est un chaudron de violence permanente, un océan d'énergie en perpétuelle transformation. Et cette violence, paradoxalement, est ce qui rend possible notre existence. Sans les supernovae, nous n'aurions pas les éléments lourds qui composent nos corps. Sans les fusions d'étoiles à neutrons, nous n'aurions pas l'or et le platine. Sans les turbulences de la formation galactique, les étoiles et les planètes ne se seraient pas formées de la même manière. Nous sommes les enfants d'un univers violent, né de la destruction et de la transformation constante de la matière et de l'énergie. Mais cette violence pose aussi une question troublante. Dans un univers aussi grand et aussi hostile, où les événements cataclysmiques sont la norme plutôt que l'exception, comment la vie peut-elle émerger et persister ? Quelles sont les chances qu'une civilisation technologique survive assez longtemps pour explorer les étoiles, dans un cosmos qui semble presque conçu pour détruire tout ce qui existe ? La question de notre place dans un univers de cette immensité est peut-être la plus vertigineuse que l'esprit humain puisse affronter. Nous sommes des créatures qui ont évolué pour survivre dans les savanes africaines, pour compter les membres de notre tribu, pour évaluer les distances jusqu'au prochain arbre ou jusqu'au prédateur qui nous guette. Notre cerveau n'a jamais été conçu pour appréhender des échelles cosmiques. Et pourtant, par une ironie extraordinaire de l'évolution, ce même cerveau a développé la capacité de concevoir l'infini, de mesurer les distances aux galaxies lointaines, de théoriser sur la structure de l'espace-temps lui-même. Cette dissonance entre nos capacités cognitives évoluées et les réalités cosmiques que nous découvrons crée une tension existentielle unique à notre espèce. Nous sommes assez intelligents pour comprendre notre insignifiance, mais peut-être pas assez sages pour savoir qu'en faire. Nous pouvons calculer que l'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles, et que cet univers observable n'est lui-même qu'une fraction infinitésimale de l'univers réel. Nous pouvons comprendre intellectuellement ces chiffres, mais les ressentir, les intégrer véritablement dans notre vision du monde, c'est une toute autre affaire. Le philosophe Blaise Pascal, au XVIIe siècle, avait déjà perçu cette terreur cosmique, quand il écrivait que le silence éternel de ces espaces infinis l'effrayait. Pascal ne connaissait pourtant qu'une fraction infime de ce que nous savons aujourd'hui. Il ne savait pas que les étoiles étaient des soleils lointains, que notre soleil n'était qu'une étoile parmi des milliards dans une galaxie, que notre galaxie n'était qu'une parmi des milliards d'autres. S'il avait su ce que nous savons, son effroi aurait été multiplié par des ordres de magnitude inconcevables. Le paradoxe de Fermi prend une dimension nouvelle quand on considère la véritable taille de l'univers. Ce paradoxe, formulé par le physicien Enrico Fermi en 1950, pose une question simple mais troublante. Si l'univers est si vaste et si vieux, si les conditions pour la vie semblent répandues, alors où sont les extraterrestres ? Pourquoi n'avons-nous détecté aucun signal, aucune preuve, aucune trace de civilisation technologique ailleurs dans le cosmos ? Les réponses traditionnelles au paradoxe de Fermi deviennent insuffisantes face à l'échelle réelle de l'univers. Certains suggèrent que la vie intelligente est extrêmement rare, une coïncidence improbable qui ne s'est peut-être produite qu'une seule fois. Mais dans un univers contenant potentiellement des quintillions de planètes habitables, même les probabilités les plus infimes produisent des nombres astronomiques. Si la probabilité de vie intelligente sur une planète habitable est d'1 sur 1 milliard, et s'il y a 1 milliard de planètes habitables, alors 1 milliard de civilisations intelligentes devraient exister. Le silence reste inexpliqué. D'autres suggèrent que les distances interstellaires sont simplement trop grandes pour être franchies, même pour des civilisations avancées.
Mais cette explication semble également insuffisante. Une civilisation qui maîtriserait le voyage interstellaire, même à une fraction de la vitesse de la lumière, pourrait coloniser toute une galaxie en quelques millions d'années seulement. Un clin d'œil à l'échelle cosmique. Et même si le voyage physique était impossible, les signaux radio voyagent à la vitesse de la lumière. Une civilisation technologique devrait laisser une empreinte détectable dans le spectre électromagnétique. Nous n'en avons trouvé aucune. L'hypothèse du grand filtre propose une explication plus sombre. Quelque part sur le chemin entre la matière inerte et les civilisations capables de coloniser les étoiles, il existe un ou plusieurs obstacles extraordinairement difficiles à franchir. Ces filtres éliminent la grande majorité des tentatives, ne laissant qu'une infime fraction atteindre le stade suivant. La question cruciale est de savoir si l'humanité a déjà franchi ce grand filtre ou s'il se trouve encore devant nous. Si le filtre est derrière nous, alors nous sommes extraordinairement chanceux. Peut-être que l'émergence de la vie elle-même est le filtre. Un événement d'une improbabilité si extrême qui ne s'est produit qu'une poignée de fois dans tout l'univers observable. Peut-être que le passage de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire complexe est le filtre, un saut évolutif qui a pris des milliards d'années sur Terre et qui pourrait ne jamais se produire ailleurs. Peut-être que l'émergence de l'intelligence technologique est le filtre, un accident de l'évolution qui nécessite une combinaison de facteurs extraordinairement rares. Mais si le filtre est devant nous, les implications sont terrifiantes. Cela signifierait que quelque chose empêche les civilisations technologiques de survivre assez longtemps pour se manifester à l'échelle cosmique. Ce quelque chose pourrait être l'autodestruction par guerre nucléaire, par catastrophe environnementale, par intelligence artificielle mal alignée. Ce pourrait être des dangers cosmiques naturels que nous ne comprenons pas encore. Ce pourrait être quelque chose d'encore plus fondamental. Une limite inhérente à ce que les civilisations technologiques peuvent accomplir avant de s'effondrer. L'absence de preuves de vie extraterrestre avancée, dans un univers aussi vaste et aussi vieux, est soit le signe de notre chance extraordinaire, soit un présage sinistre de notre destin probable. Les deux possibilités sont également troublantes, chacune à sa manière. Mais peut-être que le paradoxe de Fermi repose sur des hypothèses erronées. Peut-être que nous cherchons les mauvais signaux, ou que nous regardons au mauvais endroit. Peut-être que les civilisations avancées ne se comportent pas comme nous l'imaginons, ne colonisent pas les galaxies, n'émettent pas de signaux radio détectables. Peut-être qu'elles se transcendent vers des formes d'existence que nous ne pouvons pas concevoir, qu'elles se replient dans des dimensions cachées de la réalité, qu'elles fusionnent avec le tissu même de l'univers. L'hypothèse de la transcendance suggère que les civilisations suffisamment avancées pourraient abandonner l'exploration physique de l'espace au profit de réalités virtuelles infiniment plus riches et plus satisfaisantes. Pourquoi s'embêter à envoyer des vaisseaux vers des étoiles lointaines quand tu peux créer des univers simulés entiers dans lesquels explorer des possibilités infinies? Cette hypothèse expliquerait le silence cosmique sans invoquer l'extinction des civilisations, mais elle soulève ses propres questions troublantes sur la nature de la réalité et de l'existence. L'hypothèse de la simulation, popularisée par le philosophe Nick Bostrom, pousse cette réflexion encore plus loin. Si des civilisations suffisamment avancées peuvent créer des simulations détaillées d'univers et de conscience, alors statistiquement, il est bien plus probable que nous vivions dans l'une de ces simulations que dans la réalité de base. Après tout, il n'y a qu'une seule réalité de base, mais potentiellement des milliards de simulations créées par des civilisations à travers le cosmos et l'histoire. Dans un univers de la taille que les données récentes suggèrent, cette possibilité devient encore plus vertigineuse. Si l'univers réel est des quintillions de fois plus grand que l'univers observable, alors le nombre potentiel de civilisations simulatrices est également multiplié. Et si chacune de ces civilisations crée des millions,
ou des milliards de simulations, alors la probabilité que nous soyons dans une simulation devient écrasante. Mais cette hypothèse, si elle est vraie, ne diminue pas la réalité de notre expérience. Que nous soyons faits d'atomes ou de bits d'information, notre conscience, nos émotions, nos questionnements existentiels sont tout aussi réels pour nous. La question de savoir si l'univers est une simulation n'est peut-être pas la bonne question. La vraie question est ce que nous faisons de notre existence, quelle que soit sa nature fondamentale. La cosmologie moderne nous confronte également à des questions sur le destin ultime de l'univers. Si l'expansion accélérée continue, et tout indique qu'elle le fera, alors l'avenir à très long terme est sombre. Les galaxies qui ne sont pas gravitationnellement liées à notre groupe local s'éloigneront progressivement au-delà de notre horizon cosmologique. Dans des centaines de milliards d'années, un observateur dans ce qui sera alors la galaxie fusionnée Milkomeda regardera un ciel presque vide, sans galaxies lointaines visibles, sans aucun moyen de savoir que l'univers était autrefois peuplé de billions de galaxies. À des échelles de temps encore plus longues, les étoiles elles-mêmes s'éteindront. Les plus massives brûlent leur combustible en quelques millions d'années et ont déjà disparu des milliards de fois depuis le Big Bang. Notre Soleil, une étoile de taille moyenne, brillera encore pendant environ 5 milliards d'années avant de se transformer en géante rouge, puis en naine blanche. Les naines rouges, les étoiles les plus petites et les plus économes, peuvent brûler pendant des billions d'années. Mais même elles finiront par s'épuiser. Dans environ 100 000 milliards d'années, la dernière étoile de l'univers s'éteindra. L'ère stellaire, cette période brillante et fertile pendant laquelle nous avons la chance de vivre, ne représentera qu'une infime fraction de l'histoire totale du cosmos. Ce qui suivra sera l'ère des objets dégénérés, un univers peuplé uniquement de cadavres stellaires, des naines blanches refroidissant lentement vers le zéro absolu, des étoiles à neutrons gelées dans l'obscurité, des trous noirs errant dans le vide. Mais même cette ère aura une fin. Les naines blanches, les étoiles à neutrons et toute autre forme de matière organisée finiront par se désintégrer. Si les théories actuelles sur la désintégration du proton sont correctes, même les atomes eux-mêmes ne sont pas éternels. Sur des échelles de temps de 10 élevées à la puissance 37 années ou plus, les protons se désintégreront en particules plus légères. La matière elle-même cessera d'exister sous sa forme actuelle. Les trous noirs survivront plus longtemps que tout le reste, mais même eux ne sont pas immortels. Le rayonnement de Hawking, ce processus quantique par lequel les trous noirs perdent progressivement de la masse, finira par les évaporer complètement. Les plus grands trous noirs supermassifs, ceux de milliards de masses solaires, prendront environ 10 élevées à la puissance 100 années pour s'évaporer. Ce chiffre est tellement grand qu'il défie toute comparaison. C'est un nombre avec 100 zéros. L'âge actuel de l'univers, 13,8 milliards d'années, est insignifiant en comparaison. Après l'évaporation du dernier trou noir, l'univers entrera dans son état final. Un vide quasi parfait, parsemé de photons de plus en plus froids et de particules élémentaires isolées, s'étendant à jamais dans un silence et une obscurité totale. La mort thermique de l'univers, l'état d'entropie maximale où plus aucun travail utile ne peut être accompli, où plus aucune structure ne peut exister, où plus rien n'arrive jamais. Cette vision de l'avenir cosmique est-elle déprimante ? Peut-être. Mais elle peut aussi être vue sous un angle différent. Le fait que l'univers aura une fin, que toutes les structures finiront par se dissoudre dans le néant, donne une valeur incommensurable au présent. Nous vivons dans une période extraordinairement brève et extraordinairement précieuse de l'histoire cosmique. La seule période où des étoiles brillent, où des planètes existent, où la vie et la conscience sont possibles.
L'astrophysicien Carl Sagan aimait dire que nous sommes la façon dont l'univers se connaît lui-même. Des atomes assemblés de telle manière qu'ils peuvent contempler d'autres atomes. Des configurations de matière capables de s'interroger sur leur propre existence. Dans un cosmos qui sera un jour mort et silencieux, nous représentons un moment de conscience, une fenêtre ouverte sur l'immensité. Cette perspective peut transformer notre relation à l'univers. Au lieu de nous sentir écrasés par l'insignifiance, nous pouvons nous émerveiller de notre improbabilité. Au lieu de désespérer de notre petitesse, nous pouvons célébrer notre capacité à comprendre des échelles qui nous dépassent infiniment. Au lieu de craindre la mort thermique de l'univers dans des éons innombrables, nous pouvons apprécier la chance extraordinaire d'exister pendant cette brève période de lumière et de complexité. Le philosophe existentialiste Albert Camus écrivait qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, condamné à rouler éternellement son rocher vers le sommet d'une montagne pour le voir redescendre à chaque fois. De même, peut-être faut-il imaginer l'humanité heureuse, consciente de son insignifiance cosmique et de la futilité ultime de toutes ses réalisations, mais choisissant néanmoins de vivre pleinement, d'explorer, de créer, d'aimer, de s'émerveiller. La taille de l'univers, cette immensité vertigineuse que les données récentes révèlent, peut être vue comme une source de terreur existentielle ou comme une invitation à l'humilité et à l'émerveillement. Elle nous rappelle que nos conflits quotidiens, nos ambitions personnelles, nos querelles tribales, sont infiniment petits à l'échelle cosmique. Mais elle nous rappelle aussi que la conscience, la capacité de s'émerveiller, la possibilité de l'amour et de la beauté sont des miracles cosmiques d'une rareté peut-être inconcevable. Dans un univers de quintillions de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles, nous pourrions être seuls, ou nous pourrions être accompagnés par d'innombrables autres formes de conscience, chacune contemplant le même cosmos depuis son propre point de vue unique. Nous ne le savons pas. Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais cette incertitude elle-même est une source de mystère et d'émerveillement. Une invitation à continuer à chercher, à explorer, à questionner. Nous avons voyagé ensemble à travers les échelles les plus vertigineuses que l'esprit humain puisse concevoir. Depuis ces premières révélations troublantes sur la différence entre l'univers observable et l'univers réel, nous avons traversé des distances qui défient toute intuition, exploré des phénomènes d'une violence inouïe et contemplé des questions existentielles qui touchent au cœur même de notre condition humaine. L'univers observable, cette sphère de lumière de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, n'est pas la totalité de ce qui existe. C'est simplement la limite de ce que nous pouvons voir, déterminée par la vitesse finie de la lumière et l'âge fini du cosmos depuis le Big Bang. Au-delà de cette frontière invisible, l'univers continue de s'étendre, potentiellement à l'infini, certainement bien au-delà de tout ce que nos instruments pourront jamais détecter. Les mesures du satellite Planck, avec leur précision extraordinaire, nous ont montré que l'univers est plat à un degré remarquable. Cette platitude a des implications profondes sur la taille réelle du cosmos. Si l'univers possède une courbure, même infime, au-delà du seuil de détection de nos instruments, alors sa taille dépasse l'univers observable par des facteurs qui défient l'imagination. Des estimations conservatrices suggèrent au moins 250 fois le diamètre de l'univers observable. D'autres calculs, basés sur les modèles d'inflation cosmique, proposent des tailles tellement plus grandes que les nombres perdent toute signification intuitive. Cette immensité n'est pas un vide tranquille et serein. C'est un océan de violence permanente où des étoiles naissent et meurent dans des explosions cataclysmiques, où des galaxies entrent en collision dans des valses gravitationnelles millénaires, où des trous noirs supermassifs dévorent des quantités titanesques de matière et projettent des jets d'énergie à travers des centaines de milliers d'années-lumière. Les sursauts gamma illuminent brièvement des régions du cosmos
avec plus d'énergie que des milliards de soleils. Les magnétars se fracturent et émettent des flashs de rayonnement capables d'affecter des planètes à des dizaines de milliers d'années-lumière. Les collisions d'étoiles à neutrons forgent les éléments les plus lourds de la matière. Cette violence cosmique, paradoxalement, est la source de tout ce que nous sommes. Le carbone dans nos cellules a été forgé dans le cœur d'étoiles massives et dispersé dans l'espace par leurs explosions en supernova. L'oxygène que nous respirons, le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, tous ces éléments ont été créés dans des fournaises stellaires il y a des milliards d'années. L'or et le platine, ces métaux précieux que nous valorisons tant, sont nés dans la violence de collisions d'étoiles à neutrons, des événements d'une énergie si extrême que l'espace-temps lui-même tremble sous leur impact. Nous sommes littéralement des enfants des étoiles, des assemblages de matière cosmique qui ont pris conscience d'eux-mêmes. Des configurations d'atomes suffisamment complexes pour s'interroger sur leur propre origine, pour contempler l'immensité dont elles sont issues, pour ressentir de l'émerveillement face à la beauté et à la terreur du cosmos. Le télescope spatial James Webb nous montre maintenant des galaxies qui existaient seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Des structures qui semblent trop massives et trop matures pour être expliquées par nos modèles standards. Ces observations remettent en question notre compréhension de la formation des premières structures cosmiques. Elles nous rappellent que l'univers a encore des secrets à révéler, que nos théories, aussi sophistiquées soient-elles, ne sont que des approximations d'une réalité plus complexe et plus riche que nous ne l'avions imaginée. La tension dans les mesures de la constante de Hubble, cette différence inexpliquée entre les valeurs obtenues par différentes méthodes, suggère que quelque chose nous échappe encore dans notre compréhension fondamentale du cosmos. Peut-être que l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, n'est pas aussi simple qu'une constante cosmologique. Peut-être que de nouvelles particules ou de nouvelles forces existent et influencent l'évolution de l'univers de manière que nous n'avons pas encore identifiée. Cette humilité scientifique est essentielle. Nous avons fait des progrès extraordinaires dans notre compréhension du cosmos en quelques siècles à peine. Mais chaque découverte majeure a ouvert de nouvelles questions, révélé de nouvelles couches de mystère. L'univers semble conçu pour nous fasciner, tout en gardant ses secrets ultimes juste hors de portée, comme un horizon qui recule toujours quand on essaie de l'atteindre. Le paradoxe de Fermi prend une dimension nouvelle dans ce contexte. dans un univers aussi vaste, Aussi vieux, aussi riche en opportunités pour l'émergence de la vie, le silence est assourdissant. Où sont les autres ? Pourquoi n'avons-nous détecté aucune trace de civilisation technologique parmi les billions de galaxies et les quintillions de planètes potentiellement habitables ? Ce silence peut être interprété de multiples façons, chacune avec ses implications troublantes. Peut-être sommes-nous extraordinairement chanceux, les premiers ou parmi les premiers à atteindre ce niveau de développement technologique dans notre coin de l'univers. Peut-être que l'émergence de la vie intelligente est un événement d'une rareté inconcevable, une coïncidence cosmique qui ne s'est produite qu'une poignée de fois dans l'histoire de tout le cosmos. si c'est le cas, Nous avons une responsabilité immense, celle de préserver et de propager cette flamme de conscience dans un univers autrement aveugle et silencieux. Ou peut-être que le grand filtre se trouve devant nous plutôt que derrière nous. Peut-être que quelque chose empêche les civilisations technologiques de survivre assez longtemps pour se manifester à l'échelle cosmique. Cette possibilité est terrifiante, mais pas désespérée. Si nous pouvons identifier les dangers qui guettent les civilisations technologiques, peut-être pouvons-nous les éviter. Peut-être que la conscience de notre fragilité est précisément ce qui nous permettra de la transcender. Ou peut-être que les civilisations avancées existent, mais se comportent de manière que nous ne pouvons pas anticiper. peut-être qu'elles ont transcendé le besoin d'exploration physique,
qu'elles ont créé des paradis virtuels infiniment plus riches que la réalité physique, qu'elles ont fusionné avec le tissu même du cosmos de façon que nous ne pouvons pas concevoir. Le silence ne serait alors pas le signe de l'absence, mais de la transcendance, une invitation à imaginer des formes d'existence au-delà de nos catégories actuelles. L'avenir à très long terme de l'univers est sombre selon notre compréhension actuelle. L'expansion accélérée finira par isoler les galaxies les unes des autres, enfermant chaque groupe local dans une bulle de solitude cosmique. Les étoiles s'éteindront une par une au fil des billions d'années, laissant un univers peuplé uniquement de cadavres stellaires refroidissants. Même ces vestiges finiront par se désintégrer sur des échelles de temps inimaginables, suivies par l'évaporation des derniers trous noirs. La mort thermique de l'univers, cet état final d'entropie maximale, semble être notre destin ultime. Un vide quasi parfait, sans structure, sans événement, sans changement, s'étendant pour l'éternité. Tout ce qui existe aujourd'hui, toutes les galaxies, toutes les étoiles, toutes les planètes, toute la vie, toute la conscience, tout sera dissous dans ce néant final. Mais cette perspective, aussi sombre soit-elle, peut être transformée en source de sens plutôt qu'en source de désespoir. Précisément parce que notre existence est éphémère à l'échelle cosmique, elle acquiert une valeur inestimable. Précisément parce que la lumière des étoiles finira par s'éteindre, leur brillance actuelle est d'autant plus précieuse. Précisément parce que la conscience est rare et temporaire dans un univers destiné au silence éternel, chaque moment de conscience, chaque instant d'émerveillement, chaque expérience de beauté ou d'amour acquiert une signification cosmique. Nous vivons dans une fenêtre extraordinairement brève de l'histoire de l'univers. La seule période où des étoiles brillent, où des planètes existent, où la vie et la conscience sont possibles. Cette fenêtre s'ouvrira et se fermera en un clin d'œil à l'échelle cosmique. Nous avons la chance inconcevable d'être présents pendant cette brève floraison, d'être des témoins conscients de la beauté et de la complexité de l'univers. Cette conscience de notre impermanence peut nous libérer plutôt que nous écraser. Elle peut nous inviter à vivre plus pleinement, à apprécier plus profondément, à aimer plus intensément. Elle peut nous rappeler que nos querelles tribales, nos ambitions égoïstes, nos peurs mesquines sont infiniment petites face à l'immensité du cosmos et à la brièveté de notre passage en son sein. L'univers ne se soucie pas de nous. Il n'a pas été créé pour nous. Il existait des milliards d'années avant notre émergence et il existera des billions d'années après notre disparition. Mais cette indifférence cosmique n'est pas une raison de désespoir. C'est une invitation à créer notre propre sens, à forger nos propres valeurs, à décider nous-mêmes ce qui compte et ce qui importe. Dans un univers sans but inhérent, nous sommes libres de donner un but à notre existence. Dans un cosmos sans signification préétablie, nous sommes libres de créer notre propre signification. Cette liberté vertigineuse est peut-être le plus grand don de la conscience cosmique. La capacité de regarder l'immensité en face et de choisir néanmoins de vivre, d'explorer, de créer, d'aimer. Les étoiles que nous voyons ce soir sont les mêmes étoiles que nos ancêtres contemplaient il y a des millénaires. Elles sont les mêmes étoiles que nos descendants contempleront dans des millénaires, si nous leur donnons cette chance. Cette continuité à travers le temps, ce fil d'émerveillement qui relie les générations, est l'un des aspects les plus profonds de l'expérience humaine du cosmos. Quand tu lèves les yeux vers le ciel nocturne, tu ne regardes pas simplement des points de lumière. Tu regardes des soleils lointains, certains entourés de planètes, certains peut-être abritant des formes de vie que nous ne pouvons pas imaginer. Tu regardes la lumière qui a voyagé pendant des années,
des siècles, des millénaires pour atteindre tes yeux. Tu regardes le passé inscrit dans le présent, l'histoire de l'univers déployée devant toi dans une tapisserie de photons anciens. Et au-delà de ce que tu peux voir, au-delà de l'horizon cosmologique, l'univers continue. Des galaxies que nous ne verrons jamais brillent dans des régions du cosmos à jamais inaccessibles. Des étoiles naissent et meurent dans des régions de l'espace dont la lumière ne nous atteindra jamais. Des planètes orbitent des soleils que nous ne connaîtrons jamais. Peut-être des consciences s'éveillent et contemplent leur propre immensité locale, aussi isolées de nous que nous le sommes d'elles. Cette vision de l'univers, dans toute son immensité et toute sa violence, dans toute sa beauté et tout son mystère, est l'héritage de siècles de curiosité humaine. Depuis les premiers observateurs qui ont noté les mouvements des planètes, jusqu'aux équipes scientifiques qui analysent les données du James Webb, chaque génération a ajouté sa contribution à notre compréhension du cosmos. Chaque découverte a élargi notre vision tout en révélant de nouvelles couches de mystère. Nous ne sommes pas à la fin de ce voyage de découverte. Nous sommes peut-être au tout début. Les prochaines décennies verront de nouveaux télescopes, de nouvelles missions spatiales, de nouvelles technologies d'observation qui nous révéleront des aspects du cosmos que nous ne pouvons pas encore imaginer. Chaque génération future aura l'opportunité d'être émerveillée par des découvertes qui dépassent notre imagination actuelle, tout comme nous sommes émerveillés par des découvertes qui auraient dépassé l'imagination de nos ancêtres. La science est une conversation à travers le temps, un dialogue entre les générations sur la nature de la réalité. Chaque génération hérite des questions de la précédente et en pose de nouvelles pour la suivante. Ce fil de curiosité, cette soif de comprendre, cette capacité de s'émerveiller face à l'inconnu, sont peut-être les caractéristiques les plus nobles de notre espèce. Dans un univers de la taille que les données récentes révèlent, notre planète n'est qu'un grain de poussière cosmique, une fluctuation minuscule dans l'immensité. Mais sur ce grain de poussière, une forme de matière a pris conscience d'elle-même. Elle a regardé les étoiles et s'est demandé ce qu'elles étaient. Elle a mesuré les distances aux galaxies lointaines. Elle a théorisé sur la structure de l'espace-temps et l'origine de l'univers. Elle a créé de la beauté, de la musique, de l'art, de la poésie. Elle a aimé, espéré, souffert, triomphé. Cette conscience cosmique, cette capacité de l'univers à se connaître lui-même à travers nous, est peut-être le phénomène le plus remarquable de tout le cosmos. Plus remarquable que les sursauts gamma les plus énergétiques, plus étonnant que les trous noirs les plus massifs, plus mystérieux que l'énergie sombre qui accélère l'expansion de l'univers. Car dans un cosmos autrement aveugle et indifférent, la conscience est la seule chose qui donne un sens à l'existence. Ce soir, en fermant les yeux pour t'endormir, peut-être penseras-tu à l'immensité qui t'entoure. Peut-être imagineras-tu des galaxies tournoyant dans le vide, les étoiles brûlant leur combustible nucléaire, les planètes orbitant silencieusement dans la nuit éternelle. Peut-être ressentiras-tu un vertige face à l'échelle de tout cela, une terreur sacrée devant l'immensité et l'indifférence du cosmos. Mais peut-être aussi ressentiras-tu quelque chose d'autre, un sentiment de connexion avec tout ce qui existe, la conscience d'être fait de la même matière que les étoiles, la gratitude d'être présent pendant cette brève fenêtre de lumière et de complexité. Peut-être ressentiras-tu l'émerveillement pur de l'enfant qui regarde le ciel nocturne pour la première fois. Cette curiosité insatiable qui nous pousse à chercher, à explorer, à comprendre. L'univers est plus grand que nous ne pouvions l'imaginer. Il est plus violent, plus mystérieux, plus beau que nos rêves les plus fous. Et nous avons la chance extraordinaire d'en être les témoins conscients, même si ce n'est que pour un instant cosmique. Cette nuit, les étoiles brillent au-dessus de toi, comme elles brillaient au-dessus de tes ancêtres, et comme elles brilleront au-dessus de tes descendants. Ce fil de lumière à travers le temps
est notre héritage commun, notre connexion avec l'infini. Contemple-le avec émerveillement. Contemple-le avec gratitude. Contemple-le avec la conscience que tu fais partie de quelque chose d'immensément plus grand que toi-même. Et puis, laisse-toi glisser dans le sommeil, bercé par la rotation silencieuse de notre planète, porté par le mouvement de notre galaxie à travers le vide, emporté par l'expansion de l'univers lui-même. Demain, les mystères seront toujours là, attendant d'être explorés. Demain, de nouvelles questions émergeront. De nouvelles découvertes seront faites. De nouvelles couches de réalité seront révélées. Mais pour l'instant, repose-toi. Tu as voyagé à travers des distances inconcevables ce soir. Tu as contemplé des phénomènes d'une violence inouïe. Tu as affronté des questions existentielles qui touchent au cœur même de ce que signifie être humain dans un cosmos infini. Tu as mérité ce repos. Le silence de l'univers t'enveloppe maintenant. Non pas un silence vide, mais un silence plein de possibilités. Un silence qui contient des billions de galaxies, des quintillions d'étoiles, des mystères innombrables encore à découvrir. Un silence qui est aussi une invitation, un appel à continuer le voyage demain et le jour suivant, et tous les jours qui nous restent. Bonne nuit, voyageur cosmique. Les étoiles veillent sur toi.